Bon, donc, on vient de voir que pour un gaz parfait, le changement en énergie interne est CV delta T toujours. Qu'est-ce qui arrive si V n'est pas constante? Donc, on a toujours que delta U, c'est Q plus W. On a Q qui n'est pas la même chose que Q d'une transformation avec V constant. Et on a W qui n'est pas égal à 0. Pourquoi? Parce qu'avec un changement de volume, on a un travail associé avec. Donc, pour un processus à V pas constant, le montant de chaleur est différent, le montant de travail est différent, mais delta U est toujours CV fois delta T. Donc, la somme de Q plus W est la même. OK. On a vu tout ça en regardant le volume. En physique, en physique et en génie, c'est très pratique à considérer un volume comme constant. En chimie, c'est moins pratique. On préfère utiliser la pression comme une variable constante. Donc, en chimie, on préfère donc, au lieu de U, qui est une fonction en général de T et V, on va utiliser une fonction H, qui est en général une fonction de T et P. Cette fonction, vous savez le nom, c'est l'enthalpie. Puis on le définira directement. Bon, donc on va passer à voir ce qui se passe dans une pression constante au lieu d'un volume constant. Donc, pour ce faire, on va faire un diagramme pour aider. À gauche, on a volume qui est constant, puis à droite, on aura pression qui est constante. OK, donc, on a un gaz, puis on a un environnement. On a de la chaleur qui entre, mais on n'a aucun changement de volume. Donc, le volume ne change pas, ce qui veut dire que le montant de travail fait est 0. Donc, W est égal à 0. Et on a une augmentation de la température, en effet. On a que delta U, qui est Q plus W, est égal à QV à cause que le travail est 0. Et autrement dit, CV delta T. OK, on précise que c'est le montant de chaleur à un volume constant. Comme toujours, il faut essayer de le dessiner deux fois. OK, là, on a un montant de chaleur à une pression constante qui entre. Là, on a le gaz. Ensuite, à cause que le volume n'est pas constant, on a de la chaleur qui entre. On a une expansion, donc on a un dV. On a une augmentation du volume. Ce qui veut dire du travail fait par le gaz sur l'environnement. Donc, dW qui est inférieur à 0, qui veut dire qu'un montant de travail est fait par le système sur l'environnement. Toujours, on a une augmentation de la température. Dans ce cas, on a delta U qui est Q plus W, qui est QP plus un W qui est négatif. En même temps, on a
delta U qui est égal à QV. Pourquoi? Parce que pour le même changement de la température, on a déjà calculé le montant, le changement en énergie interne, qui était CV delta T. Donc, le travail est négatif. Donc, on a que QV moins quelque chose est égal, pardon, QP moins quelque chose est égal à QV. On conclut que QP est supérieur à QV. Donc, la différence entre les deux cas, quand V est constant, la chaleur entre, la température augmente, mais le volume ne change pas, donc c'est tout. Quand la pression est constante, par contre, plus de chaleur entre, mais de l'énergie sort en forme de travail à cause du volume qui a augmenté. Le changement en énergie interne pour les deux cas est identique pour un gaz parfait. Bon, donc on définit H, l'enthalpie, comme U plus PV. Je vous dis que l'enthalpie est une fonction de l'état. OK, une justification, c'est une somme de U, qui est fonction d'état, et P fois V, qui sont des variables qui définissent l'état du système, donc directement fonction d'état. Donc H est une fonction d'état. Et en particulier, on peut faire des calculs de delta H sans trouble. OK, le message en particulier. Le changement d'enthalpie, c'est la chaleur évolue à une pression constante. Pardon. On est précis. Le changement en enthalpie est la chaleur et l'énergie évolue en forme de chaleur. Il faut être précis. On peut que pour un processus à P constante. OK, on va le comparer avec l'énergie interne comme fonction de température. Parce que on a vu que l'énergie interne, on peut écrire ses dérivés avec la température comme CV. Si on fait un diagramme avec unité d'énergie versus température, on a une courbe comme ça pour U, puis une courbe supérieure pour H. Encore une fois, la pente de cette tangente, c'est le dérivé de U avec T. La pente de cette tangente, c'est le dérivé de H avec T.
vous pouvez voir que le dérivé de H avec T est supérieur à la dérivée de U avec T. Donc, on dit CV, qui est le dérivé de U avec T à V constant. C'est défini comme le dérivé de l'énergie interne avec T à V constant. C'est la capacité calorifique à V constant. On appelle Cp le dérivé de H avec T à P constant. Donc, c'est le dérivé de l'enthalpie avec T à P constante. OK. On peut voir, et je vous dis en général, que Cp est supérieur à Cv. Pourquoi? On l'a vu tantôt, quand on a un échange à P constante, il y a un changement de volume qui est compté par un montant négatif de travail qui additionne à la chaleur. Bon, donc Cp s'appelle la capacité calorifique à P constante. C'est une quantité qu'on mesure au labo comme Cv. Bon, donc on va comparer les deux valeurs pour un gaz parfait. Au chapitre 3, on va faire la comparaison entre Cp et Cv pour un système réel. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué, mais pour l'instant, on traite un gaz parfait. La différence est très, très facile. Bon, donc pour un gaz parfait. On a du qui est Cv dt, puis on a dH qui est Cp dt. Donc, delta U, c'est Cv delta T, et delta H, Cp delta T. Toujours pour un gaz parfait, les deux expressions. Encore une fois, qu'est-ce qui arrive pour un gaz réel? Il y a des autres dépendances pour delta U sur V et pour delta H sur P. OK. Donc, H est défini comme U plus PV. Pour un gaz parfait, on sait que PV c'est nRT, donc c'est U plus nRT. Donc, delta U qui est Cv delta T. Et on a delta H qui est Cp delta T. Aussi, on sait que delta H, c'est H final moins H initial. H final, c'est quoi? C'est U final plus pression finale fois volume final, moins U initial, moins P initial fois V initial. Bon, U final moins U initial, c'est delta U. P final fois V final, c'est quoi? C'est nRT final. Et P initial fois V initial, c'est nRT initial, qu'on peut écrire comme delta U plus nR delta T. Ensuite, on sait que delta U, c'est Cv delta T plus nR delta T. On les combine ensemble comme Cv plus nR fois delta T. Puis, on compare avec étoile qui était Cp delta T. Puis, on conclut que Cp, c'est Cv plus nR. OK, donc cette expression est vraie pour un gaz parfait. Pour un gaz réel, ce n'est pas le cas, mais pour un gaz parfait, Cp, c'est Cv plus nR.
Bon, donc, n, c'est une valeur positive, r, c'est une valeur positive, donc Cp est supérieur à Cv. Bon, donc, il y a un type de problème qui va un peu contre à ce que je viens de dire. Donc, je discute directement. Je n'aime pas ce type de problème, mais c'est possible que vous le verrez autre part dans votre carrière. Si on a une réaction chimique en phase gazeuse qui produit un nombre de moles de gaz à une température constante, ok, je souligne une question particulière. Si on a donc, on a un changement de nombre de moles de gaz. À T constant. On a delta H qui est delta U plus P de V1, pardon, P de V2, oui, P1 V1, qui est delta U plus N qui change, mais R et T qui ne changent pas. On vous donne delta H, puis on demande de calculer delta U, ou l'inverse. C'est un type de problème, je ne vous donnerai pas ce type de problème. Bon, donc, au lieu de faire ça, on va calculer Q, W, delta U et delta H pour des processus particuliers, pour un processus isotherme, isobare, isochore et adiabatique. Bon, donc, isotherme, isobare, isochore et adiabatique. Okay, les quatre processus sont définis comme isotherme, température qui ne change pas, bar, pression qui ne change pas, isochore, volume qui ne change pas, et adiabatique, c'est la première fois qu'on le discute, défini comme aucun échange d'énergie en forme de chaleur. Donc, autrement dit, T constante, P constante, ce sont tous des processus différents. V constant et Q égale à 0. Donc, pour ces quatre types de processus, on va calculer delta U, delta H, Q et W. Je vous assure que sur l'examen, vous allez faire ce type de calcul pour un des types de systèmes. Bon, donc c'est un gaz parfait pour l'instant, donc on a toujours que PV est égal à nRT. Ensuite, toujours, on a H qui est U plus P fois V. Puis pour un gaz parfait, on a que DU, c'est CV dt et DH qui est CP dt. OK, donc on va commencer avec isotherme. On l'a déjà vu pour le travail, mais on va faire tous les calculs. OK, donc isotherme défini comme delta T est égal à 0. On précise dans ce cas réversible. OK, donc delta U pour un gaz parfait, c'est toujours CV delta T. Delta T est égal à 0, donc U est égal à 0. Même chose pour H, CP delta T, 0. OK, on sait aussi que delta U, toujours, là,
pas de restriction, Q plus W. On conclut que Q, c'est l'inverse de travail. Le travail d'un gaz parfait isotherme réversible, on l'a déjà vu. C'est l'intégrale P externe entre VI, VF, dV. Réversible veut dire quoi? Veut dire que P externe, c'est la pression du gaz en tout temps. Donc, P externe, c'est quoi? C'est P qui est nRT sur V. Bon, donc c'est moins nRT qui sont des constants. VI, VF, dV sur V, qui est moins nRT, logarithme naturel VF sur VI. Bon, là, on sait Q qui est moins W, donc nRT, logarithme naturel VF sur VI. C'est tout, fini. OK, on passe à isobare, défini comme P ne change pas. On considère encore réversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que P externe, c'est égal à P du gaz en tout temps. Ici, la pression du gaz ne change pas. Bon. Delta U, c'est quoi? C'est CV delta T. Delta H, c'est CP delta T. On a pression constante, donc on dit que c'est QP. On peut calculer le travail de plusieurs façons. Donc, delta U, toujours Q plus W. Ici, Q, c'est quoi? C'est pour un processus à P constante. Donc, c'est delta H plus W. Donc, W, c'est la différence delta U moins delta H. On peut le calculer d'une autre façon, et c'est ça qu'on fera. C'est l'intégrale entre VI, VF de P externe dV. On a un cas réversible qui veut dire que la pression externe, c'est la pression du gaz en tout temps. Cependant, on sait que la pression du gaz ne change pas parce que c'est un processus isobare. Donc, c'est comme ça. Donc, pour ce processus, il faut savoir quelques informations. On calcule les autres, puis avec les températures, puis les volumes, puis bien entendu la pression, on peut calculer delta U, delta H, Q et W. Fini. OK, isocore. Disons réversible. Donc, delta V est égal à 0. Si V ne change pas, on n'a aucun travail fait. On a delta U qui est toujours CV delta T, qui est Q en principe V. Delta H qui est CP delta T. Là, on calcule les différences de température. On a les deux, car CP c'est quoi? C'est CV plus NR. Travail est 0. Q, c'est la même chose que delta U. Fini. Bon, donc le dernier cas, c'est celui qui est le plus difficile, bien entendu. On a un processus adiabatique et réversible. Le processus adiabatique est défini comme on n'a aucun échange d'énergie en forme de chaleur.
Donc, on a du qui est dq plus dw. Ça, c'est 0, donc c'est simplement dw. C'est aussi moins p externe dv. OK. Réversible veut dire que P externe, c'est le même que la pression du gaz. Donc, c'est moins P dV. Bon, on a une deuxième expression pour U. Pour un gaz parfait, on sait que du, c'est CV dt. Donc, on va mettre CV dt égale à moins nRT sur VdV, puis on va résoudre. La complication ici, c'est que P, V et T changent tous. Donc, en résolvant cette équation, on va trouver la relation entre T et V, qui est différente que la relation ordinaire entre T et V pour P constant. Pourquoi? Parce que P change aussi. Donc, on va commencer ça à la prochaine page. OK, donc, notre point de départ, c'est que du, c'est égal à du, bien entendu. CV dt, qui est une expression pour du, est égal à moins nRT sur V dV. Donc, on va résoudre cette équation en isolant les variables d'une fonction à gauche et les variables de l'autre fonction à droite. On va prendre l'intégrale, puis on va trouver une relation entre T et V. Bon, on met toutes les températures à gauche et le volume à droite. Les autres variables sont des constants. Donc, on a que CV, un constant, fois dt sur T, c'est moins nR dV sur V. On peut prendre l'intégrale des deux côtés. Donc, CV, c'est un constant. On prend l'intégrale entre T1 et T2. Moins nR, c'est un constant. On prend l'intégrale entre V1 et V2. OK, ce sont des intégrales qu'on sait. Donc, c'est CV, logarithme naturel, T2 sur T1, c'est moins nR, logarithme naturel, V2 sur V1. OK, avec les logarithmes, on peut mettre ça en exposant, puis ça en exposant. Donc, ça nous donne logarithme naturel de T2 sur T1 aux puissance CV. C'est le logarithme naturel de V2 sur V1 aux puissance moins nR. OK, on va faire une étape de plus avant les simplifications. Donc, logarithme naturel T2 sur T1 aux puissance CV, c'est le logarithme naturel de V1 sur V2 aux puissance nR. OK, là, on peut enlever les logarithmes, car on a la même base. Donc, on a T2 sur T1 aux puissance CV, c'est V1 sur V2 aux puissance nR. D'habitude, on l'écrit comme T2 sur T1, c'est V1 sur V2 aux puissance nR sur CV. Ensuite, nR sur CV, on appelle 1 sur C minuscule. Pourquoi? Parce que, donc ça nous donne C minuscule qui est CV divisé par nR. Ça, c'est une définition. Bon, donc, les deux façons d'écrire ça, donc on a T2 sur T1, qui est V1 sur V2 aux puissance 1 sur C minuscule,
ou T2 sur T1 au puissance C minuscule, c'est V1 sur V2. Autrement dit, V1 fois T1 au puissance C minuscule, c'est V2 T2 puissance T minuscule. Qu'est-ce que ça représente? La relation entre T et V pour un processus adiabatique. Pourquoi est-ce que c'est différent du loi de Charles? Parce que la pression P1 est différente que la pression P2. OK. On ne veut pas cette... OK, cette relation est pertinente, mais on veut la relation entre P et V. OK, on le trouve. Comment? On va remplacer T1 et T2. Donc, T1, c'est quoi? C'est P1V1 divisé par NR. Et T2, c'est P2V2 divisé par NR. On va mettre ces valeurs dans notre équation, on va résoudre, et puis on aura la relation entre P et V. OK, donc on a V1 sur V2. On a dit que c'est la même chose que T2 sur T1 au puissance C minuscule. On remplace T2 comme P2V2 divisé par NR au puissance C minuscule. 1 sur T1, c'est NR divisé par P1V1 puissance C minuscule. On a les facteurs de NR qui vont s'annuler. Donc, on a V1 sur V2 qui est P2V2 sur P1V1 au puissance C minuscule, qui est la même chose que P2 sur P1 fois V2 sur V1. OK, on va réécrire ça comme, on va prendre la puissance 1 sur C des deux côtés. Donc, on a V1 sur V2 puissance 1 sur C, qui est P2 sur P1 fois V2 sur V1. On multiplie les deux côtés par V1 sur V2. Ça nous donne V1 sur V2 au puissance 1 plus 1 sur C, qui est égal à P2 sur P1. OK. Là, on va simplifier l'exposant. Donc, on avait 1 sur C minuscule qui était NR sur CV, qui veut dire que 1 plus 1 sur C, c'est CV sur CV plus NR sur CV. Le numérateur devient CV plus NR. Dénominateur CV. Le numérateur, c'était CP pour un gaz parfait, divisé par CV. On appelle cette proportion-là gamma. Bon, donc gamma, c'est la proportion des capacités calorifiques donc P2 sur P1, c'est la même chose que V1 sur V2 en puissance gamma. La façon qu'on l'écrit d'habitude, c'est que P1 V1 en puissance gamma, c'est P2 V2 en puissance gamma. Pourquoi est-ce que c'est différent de la loi de Boyle? Parce que la température change aussi.
Okay. Donc, si on fait un dessin de P versus V, si T est constante, on a P fois V qui est constant. Si T n'est pas constante et on a un processus adiabatique, on a un comportement comme ça, qui est beaucoup plus courbé. Donc, on a pression fois volume à un exposant est un constant. Bon, donc c'est ça la relation entre P et V pour un processus adiabatique. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait QW delta U delta H. Donc, Q, définition pour adiabatique, 0. Il faut calculer les états du système. Ensuite, c'est quoi U? C'est CV delta T. H, c'est P delta T. À cause que Q est 0, on calcule W comme delta U. C'est tout. Bon, donc la prochaine fois, on va voir la thermochimie puis les autres détails du deuxième chapitre.